Mais plus important qu'un match du Paris Saint-Germain, évidemment, ce qui se passe en Ukraine, l'offensive russe, redoutée depuis plusieurs semaines, a eu lieu cette nuit. Enfin, ce n'est pas l'offensive russe qui a eu lieu cette nuit. Ce sont des bombardements qui ont eu lieu cette nuit sur toute l'Ukraine. Il n'y a pas d'offensive terrestre particulière. Des infrastructures ont été pilonnées à travers tout le pays, Félix Mathieu. Oui, des frappes massives à travers toute l'Ukraine. Les infrastructures de production d'énergie étaient tout particulièrement visées. La centrale nucléaire de Zaporizhzhia dans le sud a été coupée du réseau électrique après une frappe. Alors pour assurer la maintenance minimale de la centrale, désormais, les générateurs diesel ont dû être enclenchés. Il y en aurait pour 10 jours seulement d'autonomie, une sorte de compte à rebours avant un risque d'accident nucléaire aux conséquences potentiellement mondiales, avertit ce matin l'opérateur ukrainien. Des bombardements entendus, y compris dans la capitale, Kiev, où 40% des habitants sont désormais privés de chauffage. Plus d'électricité, ni d'eau, ni de chauffage à Kharkiv. Dans l'Est, l'ennemi a mené environ 15 frappes sur la ville et la région, selon le gouverneur de Kharkiv. Des immeubles résidentiels ont aussi été atteints à Lviv. Dans l'ouest ukrainien, une frappe russe y a tué au moins 4 civils. De son côté, l'armée ukrainienne affirme avoir abattu 34 missiles russes sur un total de 81. L'armée russe qui a aussi utilisé des missiles hypersoniques impossibles à intercepter. Alors justement, pour en savoir plus, pour expliquer, parce qu'il faut expliquer les choses, il y a les faits que nous venons de rapporter et il y a maintenant des explications. Avec nous, Marc Chassillan, qui est expert en armement. Marc Chassillan, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Oui, merci d'être avec nous. Lviv, Kiev, Odessa, Kharkiv, Zaporizhzhia, les Russes ont frappé, 81 missiles tirés. Je voudrais qu'on s'attarde tout de suite sur les missiles hypersoniques Kinjal qui ont été tirés par des Russes. Expliquez-nous, décrivez-nous ces missiles que l'Ukraine n'a pas les capacités d'intercepter, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. En fait, c'est ce qu'on appelle des missiles hyper véloces. Donc, c'est une nouvelle génération de missiles qui volent extrêmement vite. Le Kinzhal, c'est un missile qui vole entre Mach 8 et Mach 10, c'est-à-dire presque 10 000 km par heure. Donc, vous imaginez bien qu'un tel missile est quasiment impossible à intercepter par des missiles de défense aérienne qui, eux, ont une vitesse limitée à 4000 km/h. Donc, en clair, ils peuvent pas leur courir après, quoi. Voilà. Si je peux me permettre cette image un peu triviale. Et donc, le missile Kinzhal, c'est un missile qui est en fait largué par un chasseur lourd qu'on appelle le MiG-31, qui est un des avions de chasse les plus rapides du monde et qui vole à très très haute altitude. Donc cet avion porteur, ce MiG-31, largue son missile Kinzhal à très haute altitude. Ce missile prend beaucoup de vitesse. C'est un missile qui est capable d'atteindre une portée d'entre 1500 et 2000 km, ce qui fait que même si le MiG-31 ne franchit pas la frontière ukrainienne, le missile, lui, sans aucun problème, peut atteindre n'importe quel point en Ukraine. Et il plonge quasiment à la verticale sur sa cible. En fait, vous voyez juste un trait de lumière, parce que ça va tellement vite que c'est semblable à un trait de lumière. Et il touche sa cible avec une vitesse absolument phénoménale et vous ne pouvez pas l'intercepter. Est-ce que des pays ont les armes qui permettent de l'intercepter, de les intercepter, ces missiles hypersoniques ? Alors malheureusement aujourd'hui non. Il y a des programmes en Europe et aux États-Unis pour créer une nouvelle génération de familles de missiles justement hypersoniques pour pouvoir rattraper des missiles hypersoniques. Mais ces missiles ne sont pas encore en service. Ces systèmes ne sont pas encore en service. De même que certains lasers de très haute puissance ne sont pas encore en service pour pouvoir détruire ce genre de projectiles. Marc Chassillan, est-ce que les Russes sont les seuls à détenir ce genre de missiles ? Alors, aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 pays qui ont massivement investi dans ces missiles hypersoniques. C'est la Russie, qui possède à peu près 3 familles, donc le Kinzhal que je viens de décrire. Ils ont un missile aussi qui s'appelle le Zircon, qui est tiré par les frégates en mer. Et puis un missile avant-garde qui est un énorme missile balistique qui se promène dans le ciel à très très haute altitude. L'autre pays, c'est la Chine. Donc la Chine a développé une famille de missiles qu'on appelle les Dongfang et qui ont été dans un premier temps très optimisés et particulièrement conçus pour atteindre les porte-avions de la flotte du Pacifique américaine. Dans l'hypothèse malheureusement d'un conflit autour de Taïwan ou ailleurs,
Et la Chine possède ce genre de missile aussi. En dehors de la Chine et de la Russie, on a aujourd'hui les Américains qui commencent à mettre en place ce genre de missile dans leur armée. Et par ça, c'est à peu près tout. La France investit aussi, bien sûr, dans ce genre de missile. On a un démonstrateur qui devrait bientôt voler, qui s'appelle le VMAX, pour une mise en service d'ici quelques années. Mais il faut voir que le club des gens qui maîtrisent ce genre de technologie est en fait extrêmement limité. Marc Chassillan, c'est passionnant, hein, ce que vous nous racontez, évidemment, ce que vous nous expliquez. On a toujours besoin d'explications, évidemment. 81 missiles tirés par les Russes, 34 abattus. Je vous ai parlé de ces missiles hypersoniques Kinjal. Il y a d'autres missiles. Il y a aussi des drones Shahed 136 qui ont été tirés. 4 sur 8 ont été détruits. 8 ont été tirés, 4 ont été détruits. Lancement de tous ces missiles à partir de 10 avions stratégiques, des Tupolev 95, 7 avions aussi Tupolev 22 M3, des chasseurs Sukhoi, 6 MiG-31, venez d'en parler, et 3 navires de guerre qui sont en mer Noire. Marc Chassillan. Oui, alors l'idée en fait c'est pour troubler et pour compliquer la tâche des défenses antiaériennes, c'est de balancer sur un temps très court des missiles avec des trajectoires, des altitudes et des vitesses différentes. Donc effectivement, quand vous tirez des missiles de croisière calibre à partir de vos bateaux, ce sont des missiles qui généralement volent à basse altitude. Alors ils sont subsoniques, hein, ils volent pas très vite, ils volent à 800-900 km/h, mais par contre ils sont à très basse altitude. Et puis d'un autre côté, vous lancez des missiles beaucoup plus rapides, comme les Kinzhal dont je viens de parler, dont par exemple des KH-22. Je pense que les Tupolev 22 ont lancé des missiles KH-22 qui sont des missiles extrêmement rapides, hein, qui volent entre 3000 et 4000 km/h, qui à l'origine sont en fait des missiles destinés à détruire des cibles en mer. Et en fait, vous avez cette multiplicité de trajectoires, multiplicité de vitesses, avec une convergence vers des cibles, et ça trouble énormément, évidemment, la gestion des systèmes antiaériens, qui finalement ne savent pas trop où regarder, parce que ça arrive de partout, et ça arrive suivant des vecteurs vitesse qui sont complètement différents. Et c'est grâce à ça que vous arrivez à passer à travers la défense, parce qu'elle est obligée d'avoir des yeux partout, et elle ne peut pas tout gérer. Voilà, c'est la raison, Marc Chassillan. Oui, Marc Chassillan, c'est la raison pour laquelle les Ukrainiens annoncent 34 missiles abattus sur 81. Oui, voilà. Alors en fait, les missiles très rapides, hein, comme le Kinzhal ou le KH-22, ils sont quasiment impossibles à intercepter. Oui. Et en fait, les autres qui sont plus lents, si j'ose dire, se cachent derrière cela. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en termes de signature radar, etc. Donc c'est très compliqué à mettre au point ce genre d'attaque, hein, parce qu'encore une fois, il faut coordonner ces vitesses, ces trajectoires et ces temps de vol. Mais ça se révèle extrêmement efficace, puisque effectivement vous saturez la défense, et la défense du coup, elle a quand même un taux de succès qu'il ne faut pas négliger, hein, puisque ils ont quand même battu une trentaine de missiles, mais malheureusement il y en a 50 qui sont passés, quoi. Oui, Marc Chassillan, est-ce que les Russes, dernière question, est-ce que les Russes possèdent beaucoup de ces missiles, Kinjal ou autres, qui sont des missiles, j'imagine, assez difficiles à mettre au point et très chers? Alors effectivement, ça c'est l'information capitale, mais qui reste évidemment tout à fait confidentielle. Moi, je n'ai évidemment aucune information fiable sur les stocks russes en la matière. Ce que je constate malgré tout, c'est que à intervalles réguliers, ils les utilisent. Donc ça signifie que ils ont une chaîne de production, ça c'est absolument clair. Oui. On n'en connaît pas les cadences, mais ils en produisent et ils les utilisent. Donc toutes les hypothèses que l'on avait émises, très imprudentes d'ailleurs, que l'on avait émises il y a plusieurs mois l'année dernière sur le fait que les Russes allaient tomber en rade de munitions, s'avèrent complètement fausses. Merci Marc Chassillan, toujours passionnant, hein, vraiment, franchement, merci beaucoup. On a besoin d'être informé au-delà des postures des uns ou des autres. Ce qui nous intéresse, ce sont les faits et les explications derrière les faits. Il est 10h44, je vais changer totalement de sujet. Un autre sujet qui va vous passionner, j'en suis absolument certain. Dans un instant, nous allons parler des centrales nucléaires et de l'eau.
nécessaire pour refroidir les centrales nucléaires. Et il n'y aura bientôt plus assez d'eau dans nos fleuves pour refroidir les centrales. Qui a dit cela? C'est Marine Tondelier, qui est secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Dit-elle vrai? L'eau nécessaire au refroidissement est-elle consommée ou bien est-elle prélevée puis rendue? Nous allons en parler dans un instant avec un nouvel expert, puisque nous serons avec Emmanuelle Galichet, qui est enseignante chercheuse en physique nucléaire au Conservatoire national des arts et métiers. Notre invité dans 2 minutes sur l'antenne de Sud Radio. Il est 11h moins le quart.